7 août 2026, nous tendons vers la fin de la 32e semaine de l'année, 27 degrés au thermomètre. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. L'ancien chef d'État, Patrice Talon, est le président de la première mandature du Sénat. L'élection du bureau de cette deuxième chambre de l'Assemblée nationale s'est tenue au siège de l'institution parlementaire ce jeudi. Les précisions dans ce journal. Validation de la stratégie genre de la police républicaine. Les membres de la cellule genre de cette unité des forces de l'ordre se sont réunis après leur désignation avec les acteurs et parties prenantes sous la coordination de l'Agence de coopération belge pour cet exercice à Cotonou. Les détails à suivre. Et puis, audience à la mairie de Cotonou. Le maire Luc Nyakadia a reçu le directeur général de la Société béninoise de brasserie. Suivez dans cette édition l'essentiel à retenir bien sûr de leurs échanges. À nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour. Le DSGT, Patrice Talon, est le tout premier président du Sénat. La nouvelle institution créée par les dernières réformes constitutionnelles. L'élection du bureau a eu lieu ce jeudi à Porto Novo, au siège de l'Assemblée nationale. Emma Rodono pour le point. Le Sénat béninois a franchi ce jeudi une étape décisive. Voilà les membres de la cellule désignés pour... Le Sénat béninois a franchi ce jeudi une étape décisive de son installation avec l'élection de son tout premier bureau. À l'issue du scrutin, les sénateurs ont porté Patrice Talon à la présidence de l'institution, consacrant ainsi l'ouverture d'une nouvelle séquence dans l'histoire parlementaire du Bénin. À ses côtés, Louis Vlavono a été élu vice-président, tandis qu'Alassane Seydou occupera les fonctions de rapporteur. Adidjatou Matis a pour sa part été désignée rapporteur suppléante. Les dépouillements effectués après les votes se présentent les résultats ci-après pour chaque poste. Nombre de votants, 25. Poste de président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Nombre de voix obtenues, 24. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 0. Poste de vice-président, M. Louis Béounou Vlavonou. Nombre de voix obtenues, 22. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 2. Poste de rapporteur, M. Alassane Seydou. Nombre de voix obtenues, 24. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 0. Poste de rapporteur suppléant, Madame Adidjatou Matis. Nombre de voix obtenues, 24. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 0. Cette élection marque la mise en place de l'organe dirigeant de la Chambre haute, appelé à jouer un rôle majeur dans l'architecture institutionnelle issue des dernières réformes constitutionnelles. De ses collègues sénateurs et du peuple béninois. Je vous invite à suivre ces propos recueillis par Emma Rodono. Mesdames et messieurs les sénateurs et chers collègues, permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de tout le bureau élu, complété du rapporteur suppléant, notre gratitude pour l'honneur et la confiance que vous venez de nous faire, nous confiant la direction de notre illustre institution pour les 5 années à venir. La convivialité et l'esprit de consensus que nous venons d'instaurer à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur de l'institution et de la désignation de son bureau nous honore tous et constitue un gage certain pour l'accomplissement de notre mission avec responsabilité, dignité et efficacité dans l'intérêt supérieur exclusif de notre beau pays.
idéaux et des attentes de notre nation. À titre personnel, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d'un Sénat qui sera pour nous comme une famille. Nous avons tous vécu depuis quelques jours une ambiance extraordinaire qui a gommé, effacé nos divergences. Désormais, nous serons face à cette responsabilité d'œuvrer en convivialité, en consensus, comme une famille, comme des amis, pour le développement et le bien-être de notre pays, notamment pour le renforcement de l'unité nationale, pour le renforcement de la stabilité politique de notre pays, pour le renforcement de la paix, de la démocratie. Je donne le meilleur de moi-même et je veux compter sur chacun de vous pour me rappeler à l'ordre chaque fois que nous ne serons pas à la hauteur. Vive le Sénat, vive le Bénin. On va rester à Porto Novo. La nuit de ce jeudi à vendredi a viré au cauchemar pour les populations du quartier Avakpa, dans le 3e arrondissement de la commune. Un camion chargé d'essence de contrebande s'est en effet renversé, provoquant un grand brasier qui s'est répandu, provoquant d'énormes dégâts matériels. Au petit matin, le quartier se réveille face à l'étendue des dégâts. Le récit des événements avec Emaro Donweti Boakokbe. Un gigantesque brasier en plein cœur du quartier Avakpa, à quelques encablures du carrefour Beau-Rivage. Le drame s'est produit dans la nuit du jeudi à ce vendredi. À l'origine, un camion transportant une importante quantité d'essence de contrebande qui s'est renversé, déversant son chargement sur la chaussée. Très vite, les flammes se propagent bien au-delà du point d'impact. L'essence qui ruisselle dans les caniveaux sert de vecteur au feu et gagne progressivement les quartiers environnants. Il faudra plusieurs heures d'intervention aux sapeurs-pompiers pour venir à bout de l'incendie. Au lever du jour, le spectacle est saisissant. Ici, un bâtiment entièrement consumé au point d'impact. Les boutiques qui l'abritaient ainsi que leurs marchandises ont été réduites en cendres. Les installations électriques de la SV2E ont également été endommagées, tandis que le bitume a subi d'importantes dégradations sur une bonne partie de la zone sinistrée. À quelques 600 mètres de là, la société UBEFAR, spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques, paie également un lourd tribut. 4 de ces véhicules stationnés devant les locaux ont été totalement calcinés. Les flammes y sont parvenues en empruntant les caniveaux. Et comme ceux-ci débouchent sur un bas-fond, le feu a poursuivi sa course jusqu'au quartier Tokbuta, où d'autres dégâts ont été enregistrés. Au total, le bilan matériel est lourd et au sein de la population, c'est la stupeur. Hier nuit, il y avait un grand bruit que toute la population a pris et les gens sont sortis. On a constaté que c'est un véhicule transportant de l'essence qui a fait accident et il y avait du feu. Ça a brûlé même le bâtiment que vous voyez derrière moi. Et directement, les responsables de la SBE sont venus. Les responsables de la SBE, les responsables policiers et les sapeurs-pompiers sont venus au secours pour sauver la population. Je voudrais dire aux populations de faire beaucoup attention et au gouvernement de sévir fort, de retrouver les responsables de ce véhicule qui a mis le département dans le danger.
to madame no kaka yondi ahanta o divele yawu frigo te lo su bieji frigo te nu fifa le de me yawu lo gobi we lo gobi 20 le nous devons nous confier au dilo et m'envoyer à moi et nous avons 5 millions je te jure nous avons millions à ton mon quoi tu es sorti quoi tu es y. Au lendemain de ce violent incendie, Avakpa et les quartiers environnants portent encore les stigmates du sinistre. Au-delà des pertes matérielles, c'est toute une population qui mesure les dégâts de cette nouvelle tragédie liée au trafic de l'essence de contrebande. De retour à Cotonou, après la désignation des membres de la cellule genre de la police républicaine, les acteurs parties prenantes de l'ambition de faire du genre un levier de performance se sont réunis en atelier ce jeudi à Cotonou. Sous la coordination de l'agence de coopération belge Enabel, ces différents acteurs procèdent à la validation de la stratégie genre de la police républicaine, stratégie conforme à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur la femme, paix et sécurité qui recommande de faire des femmes des actrices incontournables de la paix et du développement. Virginie Rodagnon pour le reportage. Voilà les membres de la cellule désignés pour conduire la mise en œuvre de la stratégie genre au sein de la police républicaine. La cellule genre a l'obligation, et cette obligation va se traduire par la prise en compte de la culture, de l'intégration du genre à tous les niveaux de commandement au sein de l'institution. À travers ses membres et ses points focaux, la cellule genre se doit donc de relever les défis d'équité professionnelle, de lutte contre les discriminations et de prise en charge des cas de violence basés sur le genre. La police républicaine entend ainsi se conformer à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur femmes, paix et sécurité, et c'est toute la raison d'être de cet atelier qui porte sur la validation de la dite stratégie. La cellule genre constitue une aide à la prise de décision du commandement sur les questions d'équité, d'inclusion et les thématiques transversales. À cet égard, l'intégration de l'approche genre dans les politiques et les pratiques de la police républicaine constitue un levier essentiel pour renforcer la qualité du service public de sécurité, améliorer la confiance des populations envers les forces de défense et de sécurité et garantir une meilleure protection des personnes les plus vulnérables. L'ambition de faire du genre une dimension pleinement intégrée dans les actions quotidiennes de la police républicaine est portée par l'ensemble des partenaires dans le Royaume de Belgique pour son appui déterminant à travers Enabel. Pour Enabel, le genre n'est ni un slogan, ni une exigence administrative, encore moins une formalité à satisfaire. Il s'agit d'un choix institutionnel assumé, d'un engagement concret qui guide nos interventions et nos pratiques au quotidien. La validation de cette stratégie est donc une étape importante, le point de départ d'un engagement collectif renouvelé en faveur d'une police encore plus inclusive, plus représentative et plus performante. Le maire de la ville de Cotonou a tenu ce mercredi une rencontre d'information et de concertation avec les opérateurs économiques RAL et FAL, une séance d'échange au cours de laquelle Luc Yakadia a dévoilé l'ambition du conseil municipal de réorganiser leur secteur d'activité dans la ville. Elle s'inscrit par ailleurs dans le cadre des leviers 1 et 2 du document du plan stratégique Cotonou 2026-2033, changer d'échelle. Elle s'est déroulée dans la salle de conférence de l'hôtel de ville et a réuni plusieurs dizaines de participants. Les détails avec Candide Ourintor et Rachidi Soubero. Une ville plus propre, plus sûre, plus belle où chacun pourra entreprendre dans de bonnes conditions. La mairie de Cotonou tient à cette feuille de route et appelle désormais les opérateurs économiques RAL et FAL à s'inscrire dans cette dynamique. Cette séance d'information et de concertation qui intervient à la veille de la prochaine rentrée scolaire expose clairement à ces différents acteurs ici réunis leur part dans l'accomplissement de cette ambition, celle de respecter les exigences d'un partenariat de coproduction dans les terrains communs de la ville. Notre ambition est simple, mettre fin à l'occupation anarchique de l'espace public. Non pas pour supprimer aux activités, mais pour mieux les organiser. Une ville mieux organisée permet aux commerçants de travailler
dans de meilleures conditions. Elle facilite la circulation des clients. Elle améliore la sécurité, la vôtre comme celle des autres. Nous avons la ville en partage. Il s'agit d'une démarche qui vise à mieux organiser et structurer l'économie populaire afin de coproduire la nouvelle réglementation de l'occupation des espaces publics à Cotonou. Cela permettra de créer un cadre plus favorable au développement des activités de ces acteurs dits essentiels dans l'économie populaire de la ville. La ville doit également prendre sa part. C'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner cette réforme par plusieurs mesures concrètes. Des espaces dédiés seront aménagés pour accueillir les activités. Un éclairage sera installé gratuitement. Les toilettes mobiles seront mises à disposition. Et surtout, nous avons décidé à titre exceptionnel de réduire de 50% les droits d'occupation pendant ces opérations. Pour bénéficier de tous ces avantages, ils devront respecter les engagements qui seront pris avec la mairie de Cotonou. Il s'agit notamment du respect des emplacements attribués, du respect des règles de sécurité, de l'entretien des lieux et de la coopération avec les services municipaux. Cet ensemble pose les bases d'une nouvelle relation entre le conseil municipal et les acteurs de l'économie populaire. Dans la journée du jeudi, le maire Luc Yankadia a reçu le directeur général de la Société béninoise de brasserie. Je l'annonçais en titre, au cœur des échanges, le renforcement des relations entre la municipalité et l'entreprise, notamment dans les domaines de la société, environnement et la salubrité urbaine. Les questions liées à l'appui de la société aux initiatives de propreté et d'assainissement de la ville de Cotonou ont été également abordées. Je vous invite à suivre les propos du directeur général de la Sobebra à sa sortie d'audience. Il intervient au micro de Florence Bossa. Eh bien, écoutez, en tant que directeur général de la Sobebra, donc une entreprise économique privée et citoyenne, je tiens à remercier Monsieur le maire. Vous m'avez honoré de me recevoir aujourd'hui et j'ai eu l'occasion donc de présenter notre activité et de me présenter en personne. J'ai souhaité aussi mettre en avant donc toutes les actions sociétales que la Sobebra met en place pour l'environnement, la culture, mais aussi le bien que nous pouvons apporter à la jeunesse béninoise. Nous avons plusieurs projets, nous avons échangé avec Monsieur le maire. Nous aurons l'occasion, effectivement, d'en reparler ultérieurement lorsque, concrètement, tous ces sujets seront mis en place. Alors, au-delà d'avoir échangé avec Monsieur le maire aujourd'hui, j'avais déjà pris le temps de regarder l'interview qui avait été faite dernièrement, une interview de plus de 60 minutes d'ailleurs, et Monsieur le maire avait apporté une vision bien concrète du développement de la ville de Cotonou, avec une logique de transformation qui effectivement nous paraît de grande envergure. Et ce temps qui est annoncé sera bien court, Monsieur le maire, pour réaliser tous les projets que vous avez. En séjour au Bénin, dans le cadre de la célébration de la fête nationale, le réseau marocain des conseils locaux de la jeunesse par la voix de son président, Nidal Ben Ali, salue la qualité de l'organisation de cette célébration et profite de l'occasion pour présenter les missions ainsi que le rôle de son réseau dans la promotion de l'engagement de la jeunesse africaine. Il se réjouit par ailleurs de l'excellente relation de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Bénin. On va le suivre au micro de Teddy Boudalo et Rachidi Soubero. So the Youth Council Network, I call it, it's a school. It's a school where the youth and the young leaders, they get educated on democracy, on participation, and basically we do focus on local level. Because in this Youth Councils network, we do believe that the real change is always come from local level. So we do focus on local level by bringing youth leaders from different backgrounds, from civil society, from political background, and also as a student. So the Youth Councils in general is like a school where we do encourage youth to participate in local level and also in national level. Today we should stop and stop thinking that the youth, they are just a part of
the solution. They are the solution. So the African youth, as like last statistics, they are more than half of population of Africa. So they are the solution, and we should consider the youth as a big strategic solution of what's happening. We saw as here, as visiting Benin, we saw many development projects, many new projects related to youth, and we saw that the NGOs and the youth here in Benin are doing an amazing work, and we do believe that really if we want to change something, the youth should not be only part of the table, but they should be the ones who will build the table with the government. And another message to the youth is that we need to bring them the trust. The trust is a very important thing. So I see that the Moroccan youth and the Benin youth they have like a very good future together, and that's why we are here to do this. And as we are also planning many visits to different cities in Benin to meet the young leaders. Nous sommes à présent avec une invitée, une habituée du plateau de Canal 3 Bénin. Nous parlons allaitement maternel. Du 1er au 7 août, la communauté internationale a instauré la Semaine mondiale de l'allaitement maternel pour sensibiliser sur les bienfaits de cet acte pour la vie des nourrissons. Madame Laurence Montero-Adounlami, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Je rappelle que vous êtes sage-femme d'État à la retraite et vous nous édifiez un peu plus chaque année sur les bienfaits de l'allaitement maternel pour nos nourrissons. Alors, rappelez-nous un peu les avantages de l'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois de vie de nos bébés. Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, la semaine de l'allaitement maternel, ça se célèbre et tous les ans, du 1er au 7 août, ça fait, je crois, 34 ans que cette journée a été consacrée. C'était en 1992. Donc, ça fait 34 ans. Et chaque année, on en parle. On en parle parce que ça donne beaucoup de bienfaits, aussi bien au bébé qu'à la mère. D'abord, au bébé, voilà un lait. Déjà, le premier lait qu'on appelle le colostrum, ça là, dès que le bébé sort du ventre de la mère, il faut le mettre sur son ventre là, et puis lui mettre le sein dans la bouche. C'est là qu'il commence à tirer, jusqu'à ce que le colostrum, peut-être le lendemain ou le troisième jour, sorte. Et là, ça contient beaucoup de vitamines, ça contient beaucoup d'anticorps pour lui, le bébé. Et puis, ça le fait son développement psychomoteur. Ça, c'est le lait maternel. Il n'y a pas à discuter. Et puis, ça fait connaître sa mère. Parce que lorsqu'il tète, il regarde sa maman, la maman le regarde. Il y a quelque chose là, un secret qu'on ne perçoit pas, mais c'est ça. Pour la mère, c'est du point de vue économique. Oui. Parce qu'elle n'aura pas à acheter le lait artificiel. Tout le monde n'a pas les moyens. On m'excuse. Là, elle aura acheté le lait artificiel, acheter les biberons, acheter le porte-biberon pour les stériliser. Il y a tout ça. Déjà que le panier de la ménagère aujourd'hui, même si on est fonctionnaire, l'argent, ça ne nous sert plus beaucoup. Oui, on comprend mieux. C'est difficile maintenant. Alors, quelles sont les difficultés les plus fréquentes que les jeunes mamans vous exposent par rapport à l'allaitement maternel quand vous êtes dans les maternités? Merci beaucoup. Lorsqu'elles finissent d'accoucher, surtout les jeunes mamans, elles ont peur de mettre leur bébé au sein. Tout simplement, peut-être parce qu'elles ont appris que ça fait mal. Le premier tir, ça fait mal et il y a la douleur. Il y a aussi la fatigue de l'accouchement. Oui. La femme, les jeunes mamans sont fatiguées et elles ont envie de dormir. Oh, le bébé est là, il faut le nourrir. Et puis il y a aussi le stress. Le stress qu'elles ont accumulé depuis qu'elles savent qu'elles sont entrées en travail. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien finir? Jusqu'à ce que ça finisse, on la met, la dame, dans sa chambre. Et maintenant, il y a la douleur de l'allaitement.
Voilà les difficultés auxquelles... Non, moi, je n'appelle pas ça difficulté, j'appelle ça les peurs. Oui. C'est les peurs, elles ont peur. Or, qu'on le veuille ou non, ça passe. Même si ça fait mal, les tout premiers jours, ça passe. Et comment vous arrivez à les convaincre de laisser tomber cette de la même manière, on leur parle. Ouais. On leur parle, il faut le faire. C'est obligatoire. Okay. Et c'est pourquoi on recommande à celles qui ont encore leur maman. Les mères ont un gros travail à faire. Peut-être dans la journée, mais la nuit, les papas, les pères, aussi ont un travail, le travail de soutien. Voilà, j'en venais justement, quel est le rôle des pères de famille, les familles, même les employeurs, parce que les femmes qui tombent enceintes et qui ont des bébés, elles travaillent quelque part. Quel est le rôle que nous incombons à ces différentes catégories de personnes pour que la femme ne se sente pas oppressée ou qu'elle se sente à l'aise dans son rôle de mère? Merci. Et d'abord, je parlerai des employeurs. Oui. Mais ils doivent comprendre. Je crois qu'il y a une loi qui le dit. Et heureusement, lorsque la femme accouche, elle a encore 8 semaines pour rester à la maison, pour pouvoir allaiter son bébé. Mais dès qu'elle reprend le service aussi, c'est très difficile. Il faut qu'elle aille. Et une heure, leur donne 1 heure, tu peux prendre 1 heure avant de venir ou bien 1 heure, tu rentres tôt pour qu'elle aille nourrir. Il faut que les employeurs puissent comprendre que les jeunes mamans ont besoin d'être soutenues. Maintenant, les pères, leur travail, c'est encore soutien. C'est pas en ce moment que ces pères-là vont trouver, surtout si c'est des jeunes, vont trouver à sortir, à abandonner la jeune maman qui a accouché. Non, ils doivent rester à la maison, la consoler, lui parler. Il y a toujours de doux mots qu'on peut dire à son épouse, surtout si elle avait peur d'allaiter. Il y a toujours des mots doux qu'il faut dire à sa femme. Alors, le thème retenu cette année pour la Semaine mondiale de l'allaitement est « Allaiter pour un départ durable dans la vie, renforcer ce qui fonctionne ». Quel message clé, rapidement, peuvent retenir les téléspectateurs à travers ce thème? Ce thème de allaiter pour un départ durable dans la vie, renforcer ce qui fonctionne, c'est ce qu'on a dit jusque-là. Il ne faut pas abandonner l'allaitement maternel. C'est bon de nourrir son bébé au sein. Renforcer ce qui fonctionne encore, c'est que toutes les associations, les ONG, celles qui militent en faveur de l'allaitement maternel, on doit continuer à le faire partout où nous sommes. Toutes les sages-femmes, je leur demande de mettre l'accent sur l'allaitement maternel tous les jours. Ce n'est pas la première semaine d'août. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sage-femme d'État retraitée, Madame Laurence Montero-Odolami, et vous venez de nous édifier un peu plus sur l'allaitement maternel qui est le premier repas du nourrisson et qui est très important pour son développement psychomoteur. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons finir avec cette information sportive. La Fédération béninoise de tir à l'arc lance sa saison sportive 2026. Le 17e championnat national de la discipline est officiellement lancé ce jeudi à Abomey-Calavi sous l'égide du Comité national olympique et sportif béninois et du ministère des Sports et de l'engagement civique. Une nouvelle édition qui va s'étendre sur 3 jours et qui réunit à Agodoma près d'une centaine d'athlètes venus des 4 coins du pays. Candide Orinton. Voilà qui marque le retour aux affaires pour les archers béninois. Ils renouent avec la ferveur des compétitions après des mois de préparation et ils sont désormais à l'affût des médailles. Sur la ligne de départ pour la course vers les titres nationaux, 95 archers, dont 35 filles, issues des ligues départementales du Borgo, du Zou, du Modo de l'Ouémé et l'Atlantique littoral. Ils sont répartis dans les 4 catégories classiques, notamment sur les tableaux de l'arc en bambou, l'arc standard, l'arc nu et l'arc classique. Cette année, nous avons choisi que ce soit les meilleurs d'entre vous qui soient ici. Alors, plus vous allez gagner, plus le nombre qui va quitter votre club va grandir. Ma motivation cette année, c'est de remporter la médaille d'or dans ma catégorie, puisque l'année passée, j'avais remporté la médaille de bronze. Donc cette année, je suis revenu avec mes efforts pour remporter une médaille en or.
Les places sur les podiums sont les plus convoitées. Pour y parvenir, ils ne laissent aucune place à la distraction. Rigueur dans l'encochage, l'armement, l'ancrage ou encore la visée. Bref, de la concentration jusqu'à la décoche. Un ensemble de mouvements taillés avec soin comme c'est le cas ici au pas de tir de l'épreuve d'arc nu de 40 mètres, grande innovation de cette 17e édition du championnat national de tir à l'arc. Nous sommes en train de prendre le chemin de la performance qui va conduire le Bénin dans les grandes compétitions au plan africain d'abord. Et quand nous allons nous asseoir au plan africain en gagnant de grandes médailles, nous allons aller au plan mondial. Ils ont 3 jours pour se challenger dans leurs différentes catégories et seuls les plus résilients et plus performants pourront toucher du doigt les titres nationaux. Une occasion idéale pour la direction technique nationale de détecter les talents prometteurs en prélude aux prochaines joutes internationales. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.